Carmine Galante était un mafioso que même les autres membres de la mafia redoutaient. Tout le monde avait peur de lui. Même s'il semblait vieux, il était impitoyable. Ils avaient peur de lui, il ne fallait pas le chercher. Quand ils allaient dans une quincaillerie acheter une boîte de clous, ils voyaient son visage. Pendant des dizaines d'années, il a régné sur les bas quartiers. Carmine Galante était très rusé. Ce n'était pas seulement un prédateur, c'était le chef des prédateurs. À l'âge de 60 ans, sa carrière semblait finie. Pourtant, depuis sa cellule de prison, il a réussi à faire son grand retour et à inonder d'héroïne les rues de New York. C'était un énorme trafiquant de drogue. Son empire de la drogue est devenu colossal, mais il a également fait de lui une cible, et sa carrière a pris fin avec l'un des coups les plus célèbres de la mafia. Carmine était arrivé à un point où on ne voulait plus de lui. Il voulait tout contrôler, et c'est ce qui a causé sa perte. Knickerbocker Avenue dans le quartier de Brooklyn à New York. C'est ici qu'a été commis l'un des plus célèbres crimes de la mafia. Au numéro 203 se trouvait à l'époque le restaurant Joe and Mary. Une terrasse abritée avait été aménagée dans l'arrière-cour. C'est à cet endroit, le 12 juillet 1979, que l'un des plus influents gangsters de la ville, Carmine Galante, déjeunait. Et c'est ici qu'il a été brutalement assassiné. La police de New York a rapidement été prévenue que des coups de feu et des cris avaient été entendus dans le restaurant. 2 hommes à l'intérieur sont morts de plusieurs blessures par balle. Mais nous en saurons plus après l'autopsie. Galante a été la victime de l'un des coups les plus spectaculaires de la mafia. Une fin appropriée pour celui qui, plus que quiconque, a fait sombrer les États-Unis dans le trafic d'héroïne. La carrière de Carmine Galante reposait sur l'héroïne. Il baignait dans ce milieu depuis les années 50. C'était son commerce. Il a toujours été trafiquant de drogue. En 1957, à 7000 km de Brooklyn, à Palerme, en Sicile, a lieu une réunion décisive. Elle se déroule au Grand Hôtel des Palmes, en présence d'un invité d'honneur venu des États-Unis. Il s'agit de Joe Bonanno, parrain de l'une des 5 familles mafieuses de New York. Quand il est arrivé en Sicile, c'est comme si le roi était de retour. Tout le monde le respectait. Bonanno est accompagné de son fidèle sous-chef, Carmine Galante. C'était un assassin notoire. Alors dans le milieu, il était très respecté. C'était un homme petit et trapu, mais violent, fort et puissant. Galante et Bonanno étaient là pour mettre en place avec la mafia sicilienne le trafic d'héroïne aux États-Unis. Galante était chargé d'organiser ce trafic. C'est lui qui supervisait toute la filière pour le compte de la famille Bonanno. Pourtant, la mafia américaine cultivait la légende selon laquelle elle n'était pas impliquée dans les affaires de drogue. Les mafiosi américains se décrivaient comme des hommes attachés aux valeurs traditionnelles, et le trafic de drogue n'était pas considéré comme une activité respectable. Ils se présentaient comme des hommes d'honneur, des hommes loyaux, respectueux des traditions, tout ce que n'était plus la société américaine. Mais la réalité était très différente. Même si c'était tabou au début des années 50, les 5 familles étaient impliquées dans le trafic d'héroïne. Dès que les stupéfiants sont devenus illégaux, ils ont mis la main dessus. Et l'objectif de Galante était d'être au cœur de l'action.
Galante voulait être le premier fournisseur des États-Unis. C'était une activité très risquée. Alors que les autorités fermaient les yeux sur les jeux d'argent ou les prêts usuraires, le trafic de stupéfiants pouvait entraîner de lourdes peines de prison. Mais pour Galante, la récompense était à la hauteur du risque, surtout s'il réussissait à importer l'héroïne en masse depuis la Sicile. En effet, l'île était une plaque tournante du commerce international d'héroïne. Une grosse partie de l'héroïne qui était importée passait par la Sicile et entrait clandestinement aux États-Unis. Le pavot à opium était cultivé en Turquie. L'opium était ensuite raffiné au Liban afin d'obtenir ce qu'on appelle la morphine base. Puis la morphine base était transformée chimiquement en héroïne pure au port français de Marseille avant d'être acheminée par bateau. Ce réseau mondial complexe, allant de la Turquie à l'Amérique du Nord en passant par la France, était connu sous le nom de French Connection. Mais c'est une fois qu'elle arrivait sur le sol américain que l'héroïne devenait très rentable. 10 kilos d'opium brut pouvaient être achetés 350 $. Une fois transformé en 1 kilo d'héroïne pure, le prix était multiplié par 1000. L'héroïne pure importée était vendue dans tous les États-Unis à des fins lucratives. L'activité qui rapportait le plus d'argent depuis la prohibition, c'était le trafic de drogue. On parle de milliards de dollars. Galante et Bonanno convoitent ces immenses profits réalisés grâce à l'importation de drogue aux États-Unis. C'est pour mettre en place ce réseau de contrebande complexe qu'ils ont organisé cette rencontre avec la mafia sicilienne. À l'issue de la réunion, Galante et Bonanno réussissent à récupérer une grosse partie de l'approvisionnement en héroïne. Leur accord devient connu sous le nom de Sommet de Palerme. Et c'est à partir de ce jour-là que Galante est propulsé à la tête du trafic d'héroïne aux États-Unis. Galante prend immédiatement les rênes de son nouveau business. Il voyage à Miami, à Cuba, à Marseille et surtout au Canada. Il connaissait très bien le Canada. Dans les années 50, il avait passé beaucoup de temps à Montréal, où il était devenu l'un des plus grands gangsters de la ville. Joe Bonanno l'avait envoyé à Montréal pour qu'il mette en place les trafics pour le compte de la famille Bonanno. Et l'un de ces trafics était l'importation de drogue. Galante se construit un réseau de contacts et une base puissante à Montréal. Et il se trouve que le Canada était l'un des lieux où la French Connection faisait escale. Les drogues venues d'Europe et du Moyen-Orient arrivaient à Montréal ou à Toronto. De Montréal, le trajet était relativement court jusqu'à New York. Galante fait en sorte que la drogue soit cachée dans des véhicules et qu'elle soit ensuite envoyée vers les États-Unis par la route. Il la faisait venir dans des voitures, des camions, ce genre de choses. Il cachait de grosses quantités dans des véhicules. Sur un réservoir de 75 litres, il mettait seulement 5 litres d'essence. Juste assez pour démarrer la voiture et sortir de l'embarcadère. Et le reste du réservoir était rempli d'héroïne. Il y avait de l'héroïne dans les portières aussi. À la fin des années 50, Galante maîtrise parfaitement sa filière. Il importe d'énormes quantités d'héroïne. Depuis Montréal, l'organisation Galante importait environ 600 kilos d'héroïne par an. En très peu de temps,
Galante construit un réseau international d'héroïne extrêmement rentable. Mais pour lui, le Canada n'est pas seulement bon pour les affaires. C'est également l'endroit idéal pour se cacher. Aux États-Unis, Galante était connu du FBI. En effet, le FBI était sur ses traces depuis des années. Il était répertorié comme l'un des plus grands bandits du pays, avec un impressionnant casier judiciaire. En 1930, il avait été incarcéré à la prison Sing Sing pour avoir tiré sur un policier. Le rapport de prison décrivait un individu privé d'émotion avec le QI d'un enfant de 14 ans. En 1943, il avait été soupçonné du meurtre d'un journaliste dissident italien. Dans les années 40, quand il était plus jeune, il a été soupçonné du meurtre d'un homme qui s'appelait Carlo Tresca. C'est une affaire qui a fait scandale. De nombreuses personnalités, des Américains très haut placés, se sont intéressés à cette affaire. Galante n'a jamais été inculpé, faute de témoins. Mais bien que le FBI n'ait pas pu prouver sa culpabilité, il continuait de le surveiller. Il doit être considéré comme armé et extrêmement dangereux. Les agents fédéraux savaient où Galante avait résidé, notamment dans un logement à Park Avenue avec vue sur le Chrysler Building. Ils connaissaient aussi ses activités. Cette pression des forces de l'ordre suffisait à rendre Galante nerveux et l'incitait à rester en cavale. Mais son trafic de drogue attirait l'attention d'une autre agence du maintien de l'ordre, encore plus redoutable que le FBI. Le FBN, Bureau fédéral des narcotrafics. Le FBN visait particulièrement le trafic d'opium et d'héroïne à travers le monde. Le FBN et le FBI étaient censés bien s'entendre, mais il y avait une profonde rivalité entre les deux agences. Le Bureau fédéral d'investigation était une organisation bien plus grosse que le Bureau des narcotrafics. Le FBI avait 10 fois plus d'agents et un budget au moins 10 fois plus élevé, si ce n'est plus, que le FBN. La rivalité n'était pas simplement professionnelle, elle était également personnelle. Les deux directeurs, J. Edgar Hoover pour le FBI et Harry Anslinger pour le FBN, se méprisaient. Mais le FBN était beaucoup plus efficace que son rival fédéral pour traquer la mafia. De toutes les agences américaines du maintien de l'ordre, c'était la seule qui paraissait savoir tout ce que faisait la mafia à la minute où elle le faisait. Et c'était largement dû au fait qu'elle avait rassemblé des données sur tous les mafiosi, y compris Carmine Galante, depuis les années 30. Et le FBN avait également un meilleur taux de condamnation. Pourquoi ? Parce qu'il disposait d'une arme puissante, la très stricte loi sur les stupéfiants de 1956. La loi sur les stupéfiants de 1956 stipulait que tout individu qui faisait du trafic d'héroïne pouvait écoper d'une peine de prison allant jusqu'à 40 ans. C'était le seul pays à faire ça. En Italie ou en France, les gens qui étaient arrêtés pour les mêmes quantités de stupéfiants risquaient 2 ou 3 ans de prison. À partir de 1959, le FBN commence à suivre activement les traces de Galante. Rapidement, les agents réussissent à découvrir où il se cache. Les services de renseignement révèlent qu'il est parti du Canada pour revenir faire des affaires à New York et qu'il se cache.
1961, le FBN l'arrête pour trafic de stupéfiants. L'affaire Galante passe devant le tribunal en avril 1962. Le mafioso va alors sentir toute la force de la loi sur les stupéfiants. Il écope de 20 ans de prison. D'abord à Alcatraz, puis à Lewisburg en Pennsylvanie. Carmine Galante, qui avait le vent en poupe, semble désormais réduit à néant. Pour Galante, écoper d'une si lourde peine, c'était un coup de massue. Grâce au FBN, la carrière de Galante semble terminée. Très peu de gangsters auraient pu se relever après une telle peine de prison. Mais Galante n'est pas n'importe quel gangster. Au lieu de sombrer dans le désespoir, le mafioso prend le temps de réfléchir. Il élabore un plan pour organiser son retour. Le temps qu'il passe en prison renforce sa volonté de gagner de l'argent et de pouvoir un jour régner sur sa famille. L'héroïne est toujours au cœur de son stratagème. Même en prison, Galante réussit à garder tous ses anciens contacts et fournisseurs. Il arrivait à rester impliqué, même en prison. Il continuait à avoir de l'influence sur la famille Bonanno, depuis la prison. Il avait gardé des contacts en Sicile, mais aussi au Canada. Il se met alors une idée en tête. Pour prendre le pouvoir au sein de sa famille, il va avoir besoin de grosses sommes d'argent. Il ne suffira pas simplement d'être l'un des nombreux importateurs d'héroïne. Il faudra qu'il devienne le seul grossiste d'héroïne des États-Unis. Il voulait avoir le monopole pour pouvoir contrôler les prix. Les bénéfices colossaux qu'il réalisera, s'il contrôle l'ensemble de la filière d'héroïne, financeront sa quête du pouvoir. Il a fait en sorte que quand il sortirait, il aurait un contrôle total. Ainsi, pendant que Galante languit derrière les barreaux, des complices complotent à l'extérieur pour l'aider à mettre son plan à exécution. Pendant qu'il était en prison, il y a eu une rébellion au sein de la famille Bonanno, en grande partie à cause de la drogue. L'ancien parrain qu'il respectait, Joe Bonanno, est contraint de se retirer. La plupart des capis ou capitaines qui étaient à son service sont tués ou doivent également se retirer. De plus, les Bonanno entrent en guerre avec les autres familles mafieuses. Sans patron et en plein chaos, la famille Bonanno laisse un vide politique. Finalement, en 1974, Philippe Rastelli est nommé parrain de la famille criminelle de Galante. Mais la police enquête sur lui et il finit par se retrouver en prison. Le moment est donc bien choisi pour prendre le contrôle de la famille Bonanno. Et Galante commence à concocter des plans encore plus audacieux. Être à la tête de sa famille ne lui suffit plus. Il souhaite prendre le contrôle de la plus grosse famille de New York, les Gambino. Dirigé par Carlo Gambino, ce clan est le plus dangereux de la ville. Il possède les trafics les plus rentables et les tueurs les plus sanguinaires. L'ambition de Galante est d'écraser les Gambino et de devenir un jour le patron de toutes les mafias, appelé dans le milieu le chef de tous les chefs. En attendant, les gardiens de prison le classent parmi les individus atteints de psychopathie. Mais quelques
que soient les troubles de sa personnalité, hors des murs de la prison, les circonstances continuent de jouer en sa faveur pour réaliser son plan. L'héroïne, sa plus grosse source de revenus, devient de plus en plus populaire. La consommation d'héroïne augmentait parce qu'il y en avait énormément sur le marché et le prix était correct. Dans les ghettos de New York, l'héroïne est désormais la drogue principale. Mais les forces de l'ordre ne comprennent pas comment l'approvisionnement peut augmenter à ce point, comme l'explique l'ancien inspecteur de police Bill Clark. On n'avait aucune information sur ce trafic d'héroïne. On ne savait pas d'où il venait. On ne savait pas que la mafia était impliquée là-dedans. Plus tard, on a découvert le rôle qu'ils avaient joué, y compris Carmine Galante. À chaque fois qu'il y a un gros pactole en jeu, ils sont présents. Il se faisait des millions de dollars, c'était astronomique. Le nombre de toxicomanes passe de 50 000, époque de l'arrestation de Galante, à 500 000. Les hommes politiques tentent d'endiguer cette progression, mais n'y parviennent pas. Énormément de vies ont été détruites. Au début de ma carrière de policier, l'héroïne était la drogue la plus répandue. La plupart des habitants des quartiers populaires tombaient dans le trafic ou dans la consommation d'héroïne. Les toxicos étaient bien sûr le dernier maillon de la chaîne. Alors un toxico qui consommait 100 ou 200 dollars d'héroïne par jour se mettait à voler, cambrioler pour trouver de l'argent. Et ça a considérablement détérioré la situation des États-Unis. Pour exploiter la demande croissante et mettre son plan à exécution, Galante doit maintenant sortir de prison. Cette idée semble fantaisiste. Et pourtant, alors que l'héroïne est en pleine expansion, son vœu s'exauce. L'homme, atteint d'un trouble de la personnalité, est mis en liberté conditionnelle en 1974 pour bonne conduite, à la condition qu'il ne fréquente plus aucun criminel notoire. Après 12 ans de complot minutieux, le moment n'aurait pu être mieux choisi. Galante est prêt à mettre son plan à exécution. Il se met immédiatement au travail et commence par mettre de l'ordre au sein de sa propre famille. Il n'a pas perdu une seconde. Il a commencé dès sa sortie de prison. Il s'empresse de combler le vide à la tête de la famille Bonanno. Pendant que Philippe Rastelli purge une longue peine de prison, Galante endosse le rôle de parrain. Puis il pose ses jalons. Il règle ses comptes avec tous les rivaux qui se sont emparés de son business pendant qu'il était en prison. C'était un meurtrier. Il avait tué beaucoup d'hommes et il faisait peur à tout le monde. Ceux qui l'entouraient étaient absolument terrorisés. C'est ce qui faisait de lui un chef des prédateurs acceptable. Ce n'était pas seulement un prédateur, c'était le chef des prédateurs. Il reprend ensuite ses habitudes de businessman. Il n'a pas perdu de temps pour concrétiser l'idée qu'il serait le plus grand importateur d'héroïne grâce aux différents réseaux qu'il avait mis en place. Il se rend à Miami, Dallas, Los Angeles et même Disneyland, à chaque fois pour faire des affaires avec ses anciens associés. Et une fois encore, Galante va chercher plus d'héroïne directement à la source, chez les Siciliens. Il avait un réseau immense. Et il y a eu une explosion d'héroïne aux États-Unis. Le réseau fonctionnait parfaitement car Galante avait trouvé un nouveau moyen de faire entrer l'héroïne. Quand il est sorti de prison, ils ont mis en place un système pour faire entrer de très grosses quantités d'héroïne. Les avions qui arrivaient à New York dans les années 70 transportaient souvent une cargaison secrète.
Ils importaient de l'héroïne sur des vols Alitalia. Une ou deux valises non accompagnées étaient placées sur tous les vols qui décollaient de Milan chaque jour. Les valises étaient remplies d'héroïne pure. Quand elles atterrissaient à New York, les valises étaient étiquetées. Un bagagiste de la mafia retirait la valise étiquetée avant même qu'elle ne passe aux douanes et la faisait entrer dans le réseau. Tout fonctionnait à merveille. Environ 40 kilos d'héroïne arrivaient chaque jour. Importer la drogue est une chose, mais Galante a également besoin d'un réseau de distribution. Il a alors l'idée d'utiliser les pizzerias comme point de vente. Ce qui lui permet par la même occasion de contre-attaquer ses rivaux, les Gambino. La famille Gambino contrôlait l'industrie de la pizza et du fromage depuis des années. Elle gagnait de l'argent en détenant le monopole sur les aliments destinés aux pizzerias et en écartant la concurrence. Mais une série d'incendies dans les pizzerias marque une nouvelle étape dans la campagne de Galante. Alors que les restaurants Gambino brûlent, de nouvelles pizzerias dont Galante est le propriétaire ouvrent à leur place et permettent aux mafiosos de distribuer de grosses quantités d'héroïne aux revendeurs. Ils la distribuaient telle quelle. Quand un kilo arrivait, ces trafiquants revendaient 1 kilo d'héroïne pure. Ils les vendaient aux dealers blacks, ceux qui prenaient tous les risques. En peu de temps, Galante réussit à reconstruire un immense réseau de drogue internationale. Il contrôle les importations et la distribution. L'agent de la brigade des stupéfiants, Frank Panessa, en a été témoin. Ils se faisaient de l'argent partout, et pas seulement au nord-est. Il avait un réseau de distribution dans tous les États-Unis. J'ai même vu des gens à Porto Rico qui achetaient leur héroïne aux hommes de Galante. Galante a accompli tout cela en seulement 4 ans après sa sortie de prison. Une montée au pouvoir incroyablement rapide, basée sur la peur. Un jour, un agent du FBI qui avait infiltré la famille l'avait regardé et avait dit « Il n'est pas très imposant, il est petit et vieux ». Et les autres gangsters lui avaient dit « Baisse les yeux, il est méchant ». Ils avaient peur de lui. Il ne fallait pas le chercher. À cette époque, Galante ne revendait que de l'héroïne pure. Et il avait une technique particulièrement infâme pour tester sa pureté. C'est ce qu'on a appelé le test du noir. Un toxicomane était enlevé à Harlem et drogué avec 2 sachets d'héroïne. S'il mourait dans un laps de temps prédéfini, cela voulait dire que la drogue était pure. Mais au fil du temps, Galante est devenu de plus en plus cupide. Galante était son propre ennemi. Il se faisait des millions de dollars, mais pourtant il en voulait toujours plus. Alors il coupait l'héroïne avec de la quinine. Il prenait de l'héroïne pure à 90%, il la coupait pour qu'il reste 70% d'héroïne. Et il se faisait plus d'argent en la vendant comme de l'héroïne pure. De cette façon, le trafic de Galante était devenu extrêmement prospère. Tout se déroulait comme prévu. Il gagnait énormément d'argent et son rêve de devenir parrain était en bonne voie. La seule chose qui pouvait entraver son ascension fulgurante vers le pouvoir était soit la loi, soit la jalousie des autres mafiosi qui supportaient mal sa domination. En 1978, c'est la loi qui frappe en premier.
Galante est arrêté et inculpé pour avoir enfreint les termes de sa liberté conditionnelle en fréquentant des criminels. Il a été repéré en compagnie d'autres malfaiteurs, notamment lors de sa réunion à Disneyland 3 ans plus tôt. Tout porte à croire qu'il va retourner derrière les barreaux, au moment où il est au plus haut. Mais une fois encore, il s'en sort. Le mérite revient à l'avocat de Galante, Roy Cohn. Cohn était un personnage controversé qui avait débuté sa carrière au sein de plusieurs commissions sénatoriales très médiatisées, notamment la commission McCarthy. Et par la suite, l'avocat avait représenté de nombreux mafiosi. Cohn avait été inculpé pour manipulation du jury et faux témoignage, et il était désormais considéré trop proche de la mafia. Néanmoins, c'était une star incontestée quand il s'agissait de tirer les mafiosi d'affaire. Cohn était l'arme secrète de Galante, qui voulait à tout prix éviter de retourner en prison. Et ça a fonctionné. En 1978, Cohn réussit à faire annuler les charges pour violation de la liberté conditionnelle, et l'affaire Galante devient un succès de plus pour l'avocat de la mafia. Une fois les forces de l'ordre écartées, Galante peut désormais se concentrer sur une menace encore plus pressante, ses rivaux jaloux. Galante n'est pas stupide. Il sait que les autres mafiosi veulent récupérer une part de ses profits. Mais il pense avoir la solution parfaite, une méthode infaillible pour se protéger. Il recrute un groupe de tueurs expérimentés, directement venus de Sicile, de la même ville que sa famille, Castellammare del Golfo. Ces hommes étaient surnommés les Zips et avaient des rôles bien définis. Les Zips étaient des Siciliens que Galante avait fait venir pour gérer les pizzerias qu'il avait partout dans New York et en Pennsylvanie. Il se servait d'eux non seulement pour distribuer l'héroïne, mais aussi pour assassiner des gens ou n'importe quel autre sale boulot. Galante choisit les Zips car ils ne sont pas cléments comme les gangsters américains. Ils agissent à l'ancienne et leur loyauté est légendaire. L'autre avantage est qu'ils n'ont pas de casier judiciaire aux États-Unis. Il les a fait venir parce que personne ne les connaissait. Les Zips plaisent à Galante pour une autre raison. Ils n'ont aucun scrupule à tuer des femmes, des enfants, n'importe qui. Les Zips tuaient tous ceux qu'on leur demandait de tuer. La plupart des gangsters américains n'aimaient pas l'idée de tuer des policiers, des procureurs ou des juges, alors que les Zips acceptaient tous les contrats. Avec des factions rivales au sein de sa propre famille, notamment les partisans de Philippe Rastelli, et des ennemis plus éloignés comme les Gambino, Galante se sert des Zips pour s'assurer que personne ne le touche. Deux de ses plus fidèles Zips s'appellent Cesare Bonaventre, alias le Géant, et son cousin Baldo Amato. Cesare était très imposant. Il mesurait 2,05 m. À chaque fois qu'il avait un miroir en face de lui, il se regardait dedans. C'était quelqu'un de très vaniteux. Baldo Amato et Cesare Bonaventre étaient des assassins. Ils récoltaient beaucoup d'argent en faisant des prêts usuraires. Ils contrôlaient les parties de cartes à Brooklyn. Et si quelqu'un ne payait pas l'argent qu'il avait perdu, Bonaventre et Amato allaient lui régler son compte.
Pour s'assurer de leur loyauté, Galante récompense les Zip en les intégrant dans la famille criminelle, c'est-à-dire en les initiant par une cérémonie et en leur attribuant leur propre opération lucrative. Tout à coup, ils arrivent là et ils se retrouvent avec une magnifique maison, de l'argent, des voitures, etc. Ils se sentaient redevables envers les personnes qui les avaient fait venir. Avec les Zip constamment à ses côtés, Galante se sent intouchable. Il se sentait en sécurité avec eux. C'est lui qui les avait recrutés, qui les avait fait entrer dans la famille. Les Zip se faisaient énormément d'argent avec lui. Il ne prend même plus la peine de porter une arme. Au sommet de sa réussite, non seulement Galante génère des millions de dollars chaque année par son trafic d'héroïne, mais il prend en plus le contrôle de sa famille. Et entouré de ses fidèles gardes du corps, il se croit invulnérable. Mais même s'il semble avoir pris le pouvoir, le respect qu'on lui accorde est fluctuant et Galante ne voit pas venir le danger. Son argent attise la jalousie des autres mafiosi. Et bon nombre d'entre eux refusent toujours de reconnaître son statut de parrain autoproclamé. Notamment les partisans du chef emprisonné de la famille Bonanno, Philippe Rastelli. Rastelli ne supporte pas que Galante essaie de lui voler sa place. Alors que la chaleur estivale commence à s'installer à New York, les opposants se préparent à frapper. L'une des factions de la famille Bonanno n'aimait pas qu'il soit à la tête de la famille. Ils ont formé une alliance avec l'un des sous-chefs de la famille Gambino, Agnello della Croce, qui était très puissant pour un sous-chef. Cette alliance avec Della Croce s'avérera fatale. Le 12 juillet 1979, Galante est déposé par son chauffeur devant le restaurant italien Joe and Mary sur l'avenue Knickerbocker. Galante voulait saluer son cousin, propriétaire du restaurant, avant que celui-ci ne parte en voyage. Il faut que vous imaginiez la configuration. C'était un long restaurant étroit. On arrivait par la porte d'entrée du côté de l'avenue. Et à l'arrière du restaurant, il y avait une terrasse aménagée. Il avait mangé là plusieurs fois. Ses deux gardes du corps armés étaient avec lui. Aux côtés de Cesare Bonaventre et de Baldo Amato, il se sent en sécurité. Il avait un ami sur place et il connaissait le propriétaire. Ils mangeaient tous les trois ensemble. Il s'apprêtait à allumer un cigare quand 3 tireurs sont arrivés. Les 3 hommes sont entrés et ils ont ouvert le feu. Galante est abattu, cigare à la bouche. Joe Terrano, son cousin, est également tué. Ainsi que le 3e homme qui déjeunait avec eux, Leonardo Coppolo. L'inspecteur de police Bill Clark est informé de la fusillade. J'étais dans ma voiture et j'ai entendu à la radio qu'il y avait eu des coups de feu, 3 hommes masqués. Ça semblait vraiment sérieux. La police se précipite au restaurant. La scène qu'ils y trouvent est épouvantable. La scène de crime chez Joe and Mary était atroce. La première personne qui a dû être tuée dans la cour était le propriétaire du restaurant, Monsieur Terrano. Il gisait par terre avec un trou dans la tête. En face de lui, à côté d'une bouteille de vin rouge, il y avait Carmine Galante. Il était tombé de sa chaise et il avait un cigare à la bouche. Et de l'autre côté de la table, dans l'angle, il y avait Leonardo Coppolo.
Sa cervelle était étalée par terre à côté de lui. Je ne savais pas qui étaient ces gens. Alors j'ai sorti son portefeuille et j'ai vu qui c'était. Et là, j'ai appelé l'inspecteur en chef, j'ai appelé mon unité, mon patron, tout le monde. Des photographes de la presse locale réussissent à prendre une photo de Galante, éclaboussé par les restes de son déjeuner. Un cliché qui deviendra un véritable symbole de la réalité sanglante de la mafia. Cette photo a fait le tour du monde. Le coup est tellement parfait qu'il entrera dans la légende de la mafia. En creusant, les enquêteurs découvrent rapidement qu'il s'agit d'un assassinat minutieusement planifié. C'était parfaitement organisé. Une voiture les attendait à l'extérieur du restaurant et ils sont repartis avec. La voiture est retrouvée quelques rues plus loin. Mais une grande question subsiste. Où sont passés les zips? Des témoins parlent de deux hommes portant des vestes en cuir, correspondant à la description de Cesare Bonaventre et de Baldo Amato, qui se seraient enfuis du restaurant. Tout porte à croire que les gardes du corps censés protéger Galante l'ont trahi. Pour la police de New York et le FBI, cette affaire devient une priorité. Ils se doivent de la résoudre pour montrer que le crime organisé ne restera pas impuni. Finalement, c'est par un coup de chance qu'ils découvrent le seul indice qui les met sur la piste. Les images de vidéosurveillance d'une rencontre entre les hommes de la famille Gambino dans un club révèlent un élément intéressant. Tout ce qui s'était passé au club Rave Night avait été filmé. Ils ont vu des membres de la famille Bonanno taper dans la main des hommes d'Agnello Della Croce. Ils se faisaient des accolades, se serraient la main. C'était tout sauf la guerre entre les deux familles. Et ça s'est passé juste après le meurtre de Galante. Ça nous a vraiment permis de comprendre que c'était une vengeance de la mafia. La preuve de la vidéosurveillance entraîne une seule condamnation. L'un des membres du groupe, Anthony Bruno Indelicato, est accusé d'avoir été l'un des assassins masqués. Aucun autre membre n'est inculpé, pas même les deux zips ayant été vus en train de fuir. Ils sont venus d'eux-mêmes pour être interrogés quelques jours plus tard. Ils étaient avec leur avocat et ils ont tout nié, tout ce que je leur ai demandé. Le mobile du meurtre, en revanche, est clair. Galante était devenu riche grâce à la drogue et refusait de partager sa fortune, ce qui lui a valu des ennemis aussi bien au sein de sa famille que parmi les clans mafieux rivaux. Il y avait trop d'argent en jeu. Ça se comptait en millions de dollars. La volonté de Galante de remplacer Rastelli en tant que parrain de la famille Bonanno n'a fait qu'agrandir la liste de ses ennemis. C'est le genre de situation où vous vous faites des ennemis et où vos ennemis s'unissent et décident de vous éliminer. Les enquêteurs croient savoir pourquoi les zips se sont retournés contre lui. Après la mort de Galante, Cesare Bonaventre reprend la tête du trafic d'héroïne. Il continue de distribuer la drogue en exploitant ce qui va devenir la Pizza Connection, et il se fait encore plus d'argent. Rien que la cellule dont je m'occupais amassait 1 million de dollars par jour, c'est-à-dire 350 millions de dollars par an. Même les 500 plus grosses entreprises des États-Unis ne gagnent pas autant. C'était colossal. Mais une découverte fortuite dans un avion met fin à la Pizza Connection. Des liasses de billets emballés dans les tabliers d'une pizzeria font tomber le réseau. Les forces de l'ordre célèbrent ce qu'elles considèrent comme une immense victoire dans leur guerre contre le crime organisé.
Un ancien chef de la mafia sicilienne et 16 autres membres de la même organisation criminelle ont été condamnés hier pour avoir dirigé l'un des plus gros réseaux d'héroïne jamais découverts. En 1985, un procès met fin à la Pizza Connection. Depuis la mort de Galante et le démantèlement de la Pizza Connection, l'implication de la mafia dans la drogue a diminué. D'autres groupes ethniques sont apparus et de nouvelles drogues ont gagné en popularité. La French Connection a été remplacée par de nouveaux itinéraires de contrebande et de nouveaux barons de la drogue. Quant à Carmine Galante, son parcours aura été inhabituel, même pour un membre de la mafia. Il a démontré que la ténacité et la détermination pouvaient amener loin et rapidement, même après 12 ans de prison. Mais son assassinat spectaculaire a montré qu'on pouvait être trop ambitieux et trop cupide, même pour la mafia. Il voulait être le boss, mais il n'a jamais réussi. Carmine était arrivé à un point où on ne voulait plus de lui, et c'est ce qui l'a tué. Galante était un meurtrier impitoyable qui a eu ce qu'il méritait. Au bout du compte, il était tellement haï que même l'Église catholique a refusé de célébrer sa messe funéraire. Et chose rare au sein de la mafia, seuls quelques-uns de ses proches ont assisté à son enterrement. Très peu de membres de sa famille mafieuse ont daigné lui rendre hommage. Une ultime insulte pour celui qui était détesté de tous ceux qui le connaissaient.